Bonsoir, nous sommes au Maroc et nous sommes montés à 3250 mètres d'altitude pour vous offrir une image inhabituelle de ce pays, de la neige. Inhabituelle et pourtant, peu de monde le sait, ce pays c'est 60% de montagne avec 6 sommets à plus de 4000 mètres. Alors pourquoi venir jusqu'ici? Tout simplement parce que c'est là le point de départ de notre périple ce soir, un voyage vers le sud en suivant le cours d'un fleuve, le Dra, qui prend sa source dans le Haut-Atlas. C'est bien connu, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et ce sont ceux du Haut-Atlas qui vont façonner un fleuve, le Dra, qui prend son nom tout près de Ouarzazate. En suivant son cours, nous traverserons une oasis jalonnée de villages dont la survie dépend du Dra. Un fleuve qui joue volontiers à cache-cache, la preuve. Dans le désert, il disparaît sous les sables du Sahara pour ressurgir sur la côte atlantique à plus de 1000 km des sommets. Sous les palmiers, au bord de la mer comme en montagne, le Maroc a de grosses ambitions touristiques. Et si les sports d'hiver ne sont pas encore une spécialité marocaine, c'est une vraie station qui a vu le jour à Oukaï Meden. 2650 mètres d'altitude, un télésiège, 3 téléskis et encore des ânes, des mulets pour apporter le matériel au pied des quelques pistes, comme dans les années 40-50, quand les militaires français découvrent le site et sont les tout premiers à venir faire du ski ici. De la neige sur les sommets, ça veut dire de l'eau dans les vallées dès que le soleil reviendra. Mais en attendant, sur les flancs du Haut-Atlas, il faut bien s'accommoder du froid et du vent. Et croyez-moi, avec ce temps hivernal, les berbères qui peuplent ces reliefs sont vite coupés du monde. Aucune pancarte ne le précise. Mais Agoudal, perché à 2400 mètres, est le plus haut village du Maroc. La région vit à l'écart des routes touristiques. De toutes les routes d'ailleurs. S'y rendre est un vrai défi, d'autant que depuis 15 jours, Agoudal est isolé à cause de la neige. En hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Les hommes font les tournesols, comme on dit ici, et accompagnent la course du soleil tout au long de la journée. Les femmes, comme des ombres furtives, tentent d'échapper au froid et au regard. Dans cet air glacé, l'atelier du forgeron est ouvert. On vient s'y entasser. Vous savez, au village, le problème, ce n'est pas vraiment le froid. Il n'y a pas d'électricité, pas de transport, car la piste est bloquée.
Il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de souk. Et dans le village, il n'y a pas de moutons non plus car les bergers sont coincés là-haut. Dans les sommets, plusieurs troupeaux et leurs bergers sont retenus dans des abris de pierre, prisonniers des neiges. En attendant que la neige fonde, il faut les ravitailler, hisser des sacs de céréales pour le bétail, des fruits et de la farine pour les hommes. Dans ses paniers, Mohamed le muletier transporte 4 jours de vivres pour un berger et son troupeau. Ça monte à 3000 mètres. À plus de 3000 mètres même dans ces montagnes. La vie est très difficile ici, et pourtant, il y a des gens qui travaillent et qui vivent là, tout autour. Pour atteindre la bergerie d'Ali, sous le col de Meijid, il faut quelques heures de marche. Ali a 30 ans. Depuis 10 ans, il emmène ses bêtes un peu partout dans les pâturages. Cette fois-ci, il s'est fait piéger par la neige. Impossible de redescendre au village. C'est la première fois qu'il subit un hiver aussi rude. La semaine dernière, j'ai perdu un tiers de mes agneaux à cause de la tempête de neige. Ça a été un désastre, mais ça va mieux. J'ai au moins cette source à côté. Sinon, je devrais marcher plusieurs kilomètres. Dans sa bergerie, Ali s'occupe des agneaux qui ont survécu. Il a envoyé le reste du troupeau à une dizaine de kilomètres au-delà du col, là où il reste encore quelques pousses d'herbe. 200 bêtes. C'est toute la fortune d'Ali. Un petit trésor confié à son frère. Mon frère Hussein est parti depuis 7 heures du matin. Et là, il est près de 4 heures de l'après-midi. Quand il revient, on donne à manger aux bêtes, on se couche et on dort jusqu'au matin. Et ça continue comme ça chaque jour. Quand tous les agneaux sont rassasiés, Ali et Hussein rentrent les bêtes. Après quoi, ils iront enfin se mettre à l'abri. À l'intérieur, Mohamed le muletier entretient le feu. Le mercure tombe très vite. La nuit dernière, il a fait moins 20 degrés. Il est tombé beaucoup de neige. J'en ai rarement vu autant. Dans les cimes, territoire des hommes, aucune femme n'est jamais montée. Quand je pars du village pour monter ici, je laisse ma femme à la maison, mais j'essaye d'y retourner souvent. Mon frère s'occupe des bêtes pendant ce temps. J'y reste une nuit puis je remonte. C'est comme ça qu'on vit. Pour moi, c'est quelque chose de très normal. Moi aussi, je suis marié. C'était en 1983. J'avais déjà choisi ma femme, mais on a attendu le pèlerinage pour la cérémonie. Ça fait 20 ans maintenant que je suis marié. Et aujourd'hui, on se marie toujours de la même façon. Par contre, il y a une rumeur qui court au Maroc. Les gens croient qu'on peut venir à la fête et se trouver une femme, comme on va au souk. Mais c'est complètement faux. La rumeur dont parle Mohamed a dépassé les frontières.
En été, armés de leurs caméscopes, des visiteurs viennent de loin pour saisir une image unique et si exotique. Ces films d'amateurs montrent un des événements les plus célèbres du Maroc. Le mariage de dizaines de jeunes gens lors d'un moussem, une fête traditionnelle qui se déroule tout près du village d'Agoudal. Le peuple du Haut-Atlas, oublié l'hiver, est alors l'objet de tous les regards durant 3 jours d'été. Depuis quelques années, ce moussem d'Imlichil est devenu folklorique, une étape touristique pour les vacanciers du mois d'août. En revanche, pour les jeunes fiancés, ce n'est pas une attraction. Et s'ils se marient tous le même jour, c'est parce que le notaire ne vient qu'une seule fois dans l'année, quand la montagne est enfin accessible. Un vidéaste amateur a même filmé Ali le berger et sa fiancée. Les 2 jeunes gens s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt et les familles avaient ensuite donné leur accord pour cette union. Juste après le mariage, la fête est finie, les touristes repartent avec leurs appareils photo et leurs caméras. Les femmes se laissent filmer pendant 3 jours. Mais dans les familles berbères, même plus tard avec le progrès, il y a quelque chose qui ne changera jamais. Les femmes refuseront toujours d'être filmées. Sinon, c'est la honte. Du mariage d'Ali, il ne reste que des souvenirs éparpillés un peu partout dans les albums photos des touristes, loin, très loin d'Agoudal. Quand les bergers quittent les pâturages, ils ne trouvent pas beaucoup plus de confort dans le village. À Agoudal, les poteaux sont plantés depuis des années, mais le courant n'est jamais passé. Le groupe électrogène installé depuis 7 ans n'a pas fonctionné une seule fois, en panne. Pas de téléphone non plus. Aujourd'hui pourtant, une bonne nouvelle. La piste a été enfin dégagée, juste assez pour rejoindre le souk du Vendredi, à 20 km d'Agoudal. Le souk dans ces montagnes, c'est un petit morceau d'été, une brèche dans l'isolement, des nouvelles provisions et même des échanges de regards entre les jeunes gens. On profite de ce répit pour régler des problèmes administratifs. L'écrivain public est d'ailleurs là pour ça. L'été est encore loin et on redoute de nouvelles neiges. L'hiver peut réserver d'autres mauvaises surprises. Mais pas pour tout le monde. La saison blanche restera toujours une aubaine pour les enfants du Haut-Atlas. Fini les sommets du Haut-Atlas, on redescend vers le sud en suivant cette gorge. Cette vallée, c'est bien sûr un passage pour l'eau, c'en est un également pour les hommes et pour les caravanes de sel qui jadis reliaient le Sahara au nord du Maroc. Cette piste reste encore aujourd'hui plutôt sommaire et très chaotique. Une 50aine de kilomètres entre Tellouet et la vallée du Dra, et un voyage qui peut durer 3 à 4 heures. De part et d'autre du moindre filet d'eau, les Berbères ont bâti leur village et planté leurs racines.
un décor de cinéma. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais autant à Ouarzazate, pas très loin, on travaille en studio, on s'est spécialisé dans la reconstitution pour des films comme Mission Cléopâtre, souvenez-vous, autant ici, à Id Benadou, on utilise les décors naturels. C'était le cas pour Gladiator, Laurence d'Arabie et plus récemment pour Alexandre le Grand, tourné dans les environs et dans ce village qui date du XIe siècle. Ici, rien d'artificiel, ce sont des artisans, les bâtisseurs du Haut-Atlas qui ont signé les décors. À la belle saison, Larsen Oguzul parcourt la vallée des Aïd-Bouli. Il se déplace de village en village pour construire des maisons, des vrais, pas des décors de cinéma. Il est Malem, c'est-à-dire maître artisan. Je vais travailler. En ce moment, je construis une maison à Thyssen. Je vais la finir et après, j'irai en construire une autre, ailleurs. Lorsque je n'ai plus de travail dans un village, je vais plus loin. Je travaille tout le temps. Autour des maisons, les sommets culminent à plus de 3500 mètres. Avec la neige qui recouvre les vallées pendant l'hiver, les Berbères du Haut-Atlas ont appris à se protéger du froid. Omar, le propriétaire, participe aux travaux. Ça lui revient moins cher. Je veux construire une pièce là-bas pour les invités. Et après, je vais en faire une ici qui sera pour moi. Pour construire, la bonne terre, c'est la plus rouge. L'autre est plus friable. On prend la terre ici. Avant, à cet endroit, il y avait une maison de 3 étages qui s'est écroulée. C'était à mon père et j'en ai hérité. Dans les vallées du Haut-Atlas, on construit en tabout, c'est-à-dire en pisé. Et c'est souvent le Malem qui dame la terre. De la qualité de son travail dépend la solidité de la maison. Les murs font souvent plus de 50 cm d'épaisseur. Pour apprendre son métier, Larsen Oguzul a été ouvrier pendant plusieurs années. Le tabout ne coûte rien, c'est de la terre. On n'achète pas la terre, ni l'eau, on n'achète rien. Comme dans nos vallées il fait froid l'hiver, on préfère le tabout parce qu'il garde bien la chaleur. La construction en ciment, c'est mal isolé. À midi, Larsen déjeune toujours chez son client. Ça fait partie du contrat. Il habite aussi chez lui quand il reste plusieurs jours. Il n'y a pas d'hôtel ici. Une journée, ça suffit pour faire le toit? Oui, mais il faut 4 ouvriers. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Non, non, je ne peux pas tout de suite. Il faut faire vite, la pluie revient. Je me rappelle toujours des gens pour qui j'ai construit. Il y a des clients accueillants qui te nourrissent bien. Ils te font des tagines, du couscous, mais il y en a d'autres aussi qui te donnent seulement de l'huile d'olive et du pain. Dans quelques jours, quand la terre aura séché, la construction du mur pourra continuer. L'outil principal de Larsen, ce sont les planches qui forment le coffrage. Il les transporte d'un chantier à l'autre. On ne fait pas de plan, on n'utilise pas de fil à plomb, ni de mètre, ni rien d'autre. On fait tout avec la tête. On fait comme on le sent.
Il n'y a pas besoin de mètres puisqu'on a ces planches-là. C'est notre unité de mesure, tout est là-dedans. Dans ce pays de montagne, les matériaux employés pour construire le toit semblent dérisoires. Pourtant, les maisons peuvent résister plus de 50 ans. Ici encore, on utilise la terre. Le secret de l'étanchéité, c'est de la tasser dès les premières pluies. Après un orage, toutes les familles montent sur les toits. Le temps a passé. Aujourd'hui, le ciment a fait son apparition dans les Hautes-Vallées. Pour les bâtisseurs en tabout, l'avenir est menacé. Bientôt, la Seine n'aura plus que son lopin de terre à travailler. La piste est étroite et les bas-côtés plutôt vertigineux. Mais il faut faire avec, il n'y a pas d'autre route. Quelques voitures, pas mal de mulets surchargés. On croise également parfois des familles nomades avec leurs troupeaux sur cette piste. Des nomades qui déplacent leur campement en fonction des saisons, mais qui sillonnent cette montagne à longueur d'année. Les plus célèbres dans cette région, ce sont les Aïtata, aussi paisibles que discrets aujourd'hui, mais qui par le passé se sont révélés être de redoutables guerriers. 50 000 hommes, de l'artillerie et une quarantaine d'avions. L'armée coloniale française avait mis les moyens pour obtenir la reddition des Aïtata, qui dans les années 30 refusent toujours l'autorité des Français dans leurs montagnes. Les tribus tiendront 1 mois et demi, 1 millier d'hommes seulement, des femmes et des enfants qui ne capituleront que le 25 mars 1933. Une lutte acharnée, un fait d'armes dont leurs descendants sont toujours très fiers dans ces montagnes que ce peuple de nomades n'a finalement jamais quitté. Depuis son retour de transhumance, il y a 2 mois, la famille Ben Daoud a pris ses quartiers d'hiver dans le Sagro. Mais au mois de novembre, à 2000 mètres d'altitude, les nuits sont froides. Il faudra repartir plus au sud dans quelques jours. C'est l'avantage d'être nomade. Des arrière-grand-mères aux petits-enfants, 4 générations vivent et voyagent ensemble. Depuis la mort de son père il y a 1 an, c'est Moa qui veille sur le campement. Grâce à la soupe de maïs préparée par sa fille Eto, toute la famille pourra tenir jusqu'au repas du soir. Aujourd'hui, c'est Touda qui va garder les chèvres et Aïcha les moutons. Moi, je vais rester ici avec ma mère. On fait ça à tour de rôle. Demain, ma mère remplacera Aïcha. C'est la tradition chez nous. Les hommes ne sont pas des bergers. Avant de partir dans la montagne, Aïcha range l'endroit où elle a passé la nuit. Cette tente, c'est la pièce commune. Elle sert de chambre, de salle à manger, et toute la famille s'y réfugie quand il pleut. Touda, Eto et moi, on dort ici à cause du froid. Il y a aussi tous les enfants, Rachid, Mohamed, Yassine, Karima et les autres. Tous les hommes, eux, ils dorment à l'extérieur. Avant le départ du troupeau, Moa s'enquiert de la santé des bêtes. 100 chèvres et 80 moutons, c'est toute sa richesse.
Ici, je suis le plus âgé après Dieu. Je voyage avec mon troupeau à la recherche de bons pâturages. Élever des moutons et des chèvres, c'est notre métier. C'était la vie de nos parents, c'est la nôtre aujourd'hui. On vend les moutons pour acheter du sucre, de la farine, de l'orge, de l'huile. C'est comme ça. On voyage l'été vers le nord jusqu'à Azilal et l'hiver au sud vers Zagora. On voyage tout le temps. La deuxième tente abrite une partie du troupeau. Et pour construire les autres enclos, il suffit de se pencher pour ramasser les pierres. Ce matin, c'est un frère de Moa qui s'occupe des moutons avec Aïcha, sa femme. Je nourris les bêtes, parce qu'elles n'ont pas assez à manger à l'extérieur. Parce qu'avec la sécheresse, il n'y a pas d'herbe. La sécheresse est forte, et il n'y a pas assez de lait pour les agneaux. Les agneaux vont rester ici parce qu'ils ne peuvent pas encore marcher. Ils viennent seulement de naître il y a une semaine. Ils ne peuvent pas aller dans la montagne. Ils ont les sabots trop fragiles. Aussi loin que les hommes se souviennent, le Sagro a toujours été le pays de la grande tribu berbère Aïtata. Aïcha est née dans une de ces vallées, au milieu de nulle part. Elle passe toutes ses journées à marcher dans la montagne. J'aime bien vivre dans la montagne, mais l'école, ça manque. Moi, je ne suis jamais allée à l'école parce que je vivais sous la tente dans le Sahara. Et je voudrais bien envoyer mes enfants à l'école. Si je suis illettrée, je ne veux pas que mes enfants le soient aussi. C'est trop difficile. Je vais les envoyer. On pourrait construire une maison à Ouarzazate ou à Nkob en vendant notre troupeau. La vie nomade est belle, mais je veux bien l'abandonner pour permettre à mes enfants d'aller à l'école. Les tentes sont faites avec la laine des moutons et le poil des chèvres. Les femmes restées au campement cardent, filent et tissent de longues bandes pour remplacer celles qui s'abîment. Au fil des ans, la femme de Moa est devenue une experte. Les jeunes, je peux rien leur dire, elles font ce qu'elles veulent. Quand je leur dis d'aller garder les chèvres, elles veulent pas parce qu'il faut marcher. Genre quand elles veulent pas, c'est moi qui le fais. Avec les jeunes, c'est pas comme avant, on peut plus les forcer. Le troupeau de dromadaires, c'est l'affaire des hommes. Ils vagabondent en liberté dans la montagne et Moa leur rend visite chaque jour. Je viens voir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de parasites dans les yeux, s'ils ont bien mangé, bien bu, et après je les laisse. Si on en prend bien soin, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. J'y tiens beaucoup. Les dromadaires sont aussi importants que mes enfants. On ne les vend pas, c'est notre patrimoine. On les utilise pour se déplacer d'un campement à l'autre. C'est grâce à eux qu'on transporte la nourriture, le blé et les tentes. Ils ont une grande valeur pour nous. À 2 jours de marche, la ville de Nkob, au pied de la montagne. Les familles Aït-Ata ont construit ici des greniers et viennent au souk du dimanche vendre leurs bêtes et acheter des provisions. Ichou est le frère de Moa. Il travaille en ville et vient au souk rencontrer les nomades pour savoir où se trouve le campement de sa famille dans la montagne. Bonjour Ichou, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci, ça va.
Comment ça se passe dans la montagne? Très bien. Dieu merci, on a eu la pluie. C'est une chance pour l'herbe. Tu as vu Moa? Est-ce qu'il est encore à Tinwayut? Oh, je crois qu'il n'a pas bougé. Ichou ne peut pas arriver au campement les mains vides. Il va apporter des légumes, des dattes et même de la paille pour les bêtes. Ichou travaille à Ouarzazate, mais une partie du troupeau de la famille lui appartient encore. Quand il revient dans le Sagro, il faut près de 3 jours pour arriver au campement. Je suis parti d'ici depuis 15 ans. Je travaille avec les touristes. Chaque 2 ou 3 mois, je reviens ici. Avec les difficultés de la vie nomade, je voulais trouver un travail. Maintenant, j'habite une maison dans un douar. Mais j'aime bien revenir dans mon pays pour voir mes parents, mes frères. J'ai pas oublié cette vie-là. Et si j'y étais obligé, je pourrais redevenir nomade. On reste toujours les enfants de la montagne. Celui qui vit en ville n'a plus besoin des pierres du désert. Pas étonnant qu'Ichou n'ait plus le coup de main. Quand je trouve mes frères en train de travailler, je les aide. Je vais pas rester les bras croisés à les regarder. Des fois, je monte la tente avec eux. Je leur donne aussi un coup de main pour ajouter des pierres sur les enclos. Je participe à la vie du camp. Pour l'arrivée de son oncle, Eto prépare un couscous de fête. Malgré ses 20 ans, la fille de Moa est encore célibataire. Tu préférerais te marier avec un nomade ou avec quelqu'un qui vit en ville? Avec un garçon qui vit en ville. Les nomades sont durs, mais je ne peux pas le dire car après les garçons vont le savoir. C'est bien de vivre en ville, parce que la vie nomade est difficile. Moa voit en son frère Ichou ce que vont sans doute devenir un jour ses enfants, à se demander s'ils font encore partie du même monde. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu les voir, alors on fait un bon repas avec ce que j'ai apporté. On mange ensemble, on est heureux. Il n'y a pas d'événement particulier. C'est juste parce que je suis venu en vacances. On s'est rassemblés pour dîner en famille. On déménage. On part vers un endroit où il y a beaucoup d'herbes. Il n'y en a plus assez ici. On va s'installer dans un endroit où il y a des pâturages et de l'eau. Moa a d'abord envoyé son frère en éclaireur pour chercher l'emplacement. Il faudra 2 jours de marche pour l'atteindre. Les troupeaux partiront les premiers avec les bergères et les hommes conduiront la caravane. Attachez-le bien.
Les Aïtata sont des nomades. Mais la nouvelle génération ne veut plus de ce mode de vie. Ils veulent